Alors Luc Mallet et Constance Solivès, vous êtes donc tous les deux en train de préparer l'expédition Waterline. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire ce projet? Alors, Constance, Luc. Waterline, c'est une expédition qui traite de l'adaptation au changement climatique, en particulier à la montée du niveau de la mer. Donc on en entend tous parler de ce changement climatique et la montée du niveau de la mer. Bon, on a des discussions autour du niveau, de la variation. Et une chose est sûre, les experts le disent, elle va monter, il va falloir s'y adapter. Et donc l'objectif de cette expédition, c'est d'aller rechercher les manières dont les territoires déjà confrontés à cette montée du niveau de la mer ont pu s'adapter pour pouvoir ensuite, ici en France, bien anticiper ces questions-là qui sont déjà présentes à la fois en France, à la Faute-sur-Mer, mais aussi en Finistère. Et donc de pouvoir ramener cette matière-là en France pour pouvoir bien travailler sur ces questions. Quand est-ce que vous avez eu cette idée, l'envie de partir pour ce voyage, Constance? Alors l'idée est assez ancienne en fait. Luc a même choisi d'être skipper et urbaniste au moment de ses études. Donc lui, il est né sur un bateau, donc ça fait longtemps que l'approche des littoraux depuis la mer est là. Et tous les deux, on est urbanistes. En tout cas, on a travaillé pendant ces 20 dernières années sur l'aménagement urbain, et l'aménagement du littoral en particulier nous touche. Donc l'idée, c'était à la fois de mêler cette approche navigation et ce regard depuis la mer avec cette question d'aménagement littoral, et de voir comment progresser en France à partir des expériences d'autres territoires qui vivent finalement depuis plus longtemps certaines problématiques que sur nos propres littoraux. Alors vous allez partir en famille avec vos 3 enfants, c'est une expédition scientifique mais familiale aussi. Comment est-ce qu'eux se préparent à cette aventure? Vous partez au mois de septembre. Oui, alors effectivement, c'est un engagement complet de la famille. Effectivement, on a un bateau qui va être un bateau bureau habitat. C'est voilà, ça, c'est votre maison déjà? C'est ça, c'est pas tout à fait encore la maison parce qu'il est sur terre-plein en refit, comme on dit. On le prépare complètement pour qu'il soit fin prêt en septembre pour le lancement. Et effectivement, c'est effectivement un projet. Il n'est pas question de partir sans les enfants qui sont partie prenante du projet, très engagés également. On en parlera peut-être un peu plus tard. Ils auront chacun leur part, leur petit travail à faire sur ce projet-là aussi? Alors, de plusieurs manières. D'abord parce que pour qu'eux-mêmes se sentent bien dans cette vie-là, il faut qu'ils soient des vrais mousses. Il n'y a rien de pire que d'emmener un équipage sans le faire participer. Donc ça, c'est très important qu'ils soient actifs. Et puis actifs aussi parce que finalement, sur les différents littoraux qu'on va aborder, on a choisi 15 littoraux caractéristiques de cette problématique-là. Et sur chacun des littoraux, on va approcher une école avec l'idée que les enfants soient un peu les ambassadeurs dans ces écoles pour amorcer la discussion sur aussi la perception des enfants sur l'avenir de leur littoral et ramener cette matière-là à d'autres écoles en France. On a l'école de Concarneau qui est un peu l'école pilote de ce lien-là, qui commence déjà à construire des outils pour échanger avec des écoles. Et on a la volonté de multiplier ces expériences. Donc ils seront à plusieurs niveaux sollicités dans cette aventure. Ils vont être mis à contribution en tout cas. Vous êtes aussi entouré d'un comité scientifique. Qui en fait partie et qu'est-ce qu'il apporte ce comité scientifique, Luc? Alors effectivement, le comité scientifique, la question de l'aménagement des littoraux et la question de l'adaptation est une question vraiment complètement pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Donc on souhaite réunir ces compétences entre elles pour qu'elles dialoguent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Les compétences, c'est-à-dire alors les compétences, que ce soit les domaines de l'océanographie, de l'architecture, de l'urbanisme, de la géographie, de l'anthropologie, du juridique. Et donc, ce comité expert, c'est un comité déjà qui a volonté à se regrouper pour avoir un dialogue ici en France, mais également avec d'autres experts dans le monde. Internationaux. Donc, vous avez déjà pris des contacts avec... Voilà, exactement, avec les universités locales. Et donc, que ce dialogue puisse exister et que le partage puisse exister. Puisque l'adaptation, finalement, c'est le partage de l'expérience et des expertises. Donc ce lieu n'existe pas encore sur l'adaptation à la montée du niveau de la mer. Et on souhaite le générer et avoir à la fois des analyses aussi de nos travaux qui puissent être faits au regard de différentes compétences, dont celle donc de juriste. Par exemple, ici on a Loïc Prieur, qui est juriste spécialiste en droit littoral. Également Laurent Laberry, qui est océanographe, qui a travaillé au CNRS.
et qui intervient aujourd'hui beaucoup sur ces questions, des architectes, d'autres compétences dans ce comité d'experts. Alors Constance, vous le disiez, vous avez choisi 15 littoraux. Comment est-ce que vous avez fait votre choix sur le parcours pour vous dire on s'arrête là, on s'arrête là? Qu'est-ce qui a motivé chaque arrêt? Alors c'est la volonté d'être sur un panel représentatif finalement des différentes problématiques qui peuvent exister, soit par la nature géographique de ces littoraux, soit parce que ce sont des petites îles basses ou hautes. Oui, soit il y a Tahiti, l'Argentine, c'est vrai qu'on imagine que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Voilà, c'est des problématiques soit de petits territoires où le pays est un territoire insulaire, donc ça pose des problématiques dans le déplacement de population parce que le pays lui-même est une île, dans des caractéristiques urbaines très denses, qui là posent d'autres problématiques en termes de population et en termes aussi de capacité de financement de ces problématiques et des ingénieries qui vont avec, ou des espaces où il y a une très grande densité de population avec une très faible urbanisation, comme on peut avoir au Bangladesh ou dans d'autres pays qui sont aussi sous le feu des projecteurs. Et il y a l'idée de venir sur des endroits dont on a déjà entendu parler, mais où finalement, de loin, les médias peuvent amener une image peut-être déformée des réalités vécues. Et il y a l'idée de venir reprendre sur place quelle est la réalité vécue par ces territoires dont on a plus ou moins entendu parler, mais de revenir prendre sur place en se confrontant avec les gens, avec les citoyens qui vivent le problème et qui agissent face à ces problèmes pour venir capter... C'est de prendre des bonnes idées sur place de la population qui a su s'adapter à cette montée des eaux. C'est ça? Oui, exactement. Et on part aussi de ce constat. C'est-à-dire que nous, professionnellement, on voit que la question de l'aménagement du territoire est une question d'experts. On a Mais vous êtes beaucoup ingénieur professionnalisé dans le domaine, les choses. Et peut-être que le citoyen est un peu plus éloigné de ces questions-là. On se rend compte, voilà, malheureusement, tristement, des personnes ont eu vraiment des drames dans leur vie, y compris leur disparition, du fait qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient installés. Et on va rencontrer sans doute des populations qui, elles, sont vraiment confrontées à ces questions de montée de niveau de la mer et qui s'y adaptent. Et par là même, on cherche avant tout à ce que le citoyen, aujourd'hui en France, puisse se reposer ces questions, puisse se réapproprier ces questions d'adaptation et d'aménagement du territoire en général. Et prendre des idées qu'on pourrait adapter ici, par exemple, en France, sur le littoral. Tout à fait. Il y a à la fois des idées en termes purement techniques, c'est-à-dire en termes de mode constructif, d'architecture, de choses qui peuvent se développer. Il y a plein d'exemples de maisons flottantes qui se développent, ou même des sociétés traditionnelles qui construisent, qui ont construit sur pilotis depuis longtemps. Donc des choses peut-être en termes de technicité, mais aussi en termes de mode de gouvernance. C'est-à-dire que en France, on est quand même sur une façon de faire qui est très réglementée, très juridique, qui finalement a enlevé une part de réflexion à la population et d'investissement de la population. On voit nos concertations sont souvent une personne qui explique à la population, de voir comment dans d'autres pays, les décisions et la façon de gérer la situation, qui n'est pas forcément toujours exemplaire, mais peut-être des modes de gouvernance différents qui font intervenir les citoyens de manière peut-être plus forte et voir comment on peut s'en nourrir ou en tout cas en prendre réflexion. Et sur place, quand vous allez arriver sur une étape, vous allez rester combien de temps? Vous allez rencontrer qui? Vous avez déjà pris des contacts? Comment ça va se passer concrètement? Alors, en fait, concrètement, il nous faut quand même un tout petit peu de temps sur place pour que les choses puissent se faire positivement. Il y a déjà une semaine d'administratif, en fait, et puis de gestion du bateau, réparation, etc. Donc là, il y a cette semaine-là qui passe. Donc il n'y a pas qu'en France que l'administration est un peu lourde. Non, bien sûr. Surtout en venant par la mer, il y a toujours tout un cérémonial. Donc on va rentrer dans cette logique-là. Et puis ensuite, il nous faut au moins 15 jours pour pouvoir travailler concrètement par étapes. Donc c'est au minimum 3 semaines. Et sans doute, on va avoir des étapes qui vont plutôt être autour d'un mois pour pouvoir rencontrer à la fois la société civile, les habitants, mais aussi certains décideurs, les universités. Et donc c'est des escales d'un mois avec des travaux, Constance l'a dit tout à l'heure, aussi des écoles. Donc ça va déjà être un rythme assez important. Ouais. Et rapidement, nous qui restons en France ici, comment est-ce qu'on peut vous suivre alors ?
Eh bien, on a pour l'instant une adresse internet sur waterline.fr. On a un suivi quotidien et c'est vrai que l'ambition à plus long terme, et là c'est là-dessus qu'on a besoin aussi d'étoffer nos moyens puisqu'on se monte là en association, d'avoir aussi un développement d'une plateforme web plus dynamique. Et c'est vrai que soit la matière restera simplement à l'échelle de ce site internet, soit pourra aussi prendre une forme de web documentaire avec une profondeur de lecture finalement des informations qu'on amènera qui pourra être lue et perçue de manière plus approfondie avec une plateforme qui permettrait aussi un forum d'échange. Voilà, donc là, plus collaboratif qui permettrait à la fois d'avoir une première approche, une petite vidéo toute simple, ou si on est un expert, de venir chercher des informations plus poussées et puis qu'elle puisse se nourrir aussi d'échanges avec d'autres experts à travers cette plateforme plus dynamique. Donc là, on a besoin de moyens pour construire cet élément. Pour être aussi, comme vous disiez, avec les enfants, les alimenter aussi l'école de Concarneau où sont vos enfants, par exemple, leur donner des nouvelles et qu'eux puissent travailler sur ce sujet-là. Tout à fait. Là, il y a l'idée que sur cette plateforme web, on puisse avoir ces échanges-là de manière régulière et dans un sens et dans l'autre aussi. Et puis qu'entre écoles, les choses se mettent à communiquer aussi de manière indépendante de nous. Ce serait une volonté à terme que les choses se développent comme ça. Mais merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On vous met toutes les adresses sur notre site internet www.tbo.bzlh si vous souhaitez suivre l'expédition Waterline.